You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la 4e saison de Cold Facts. Déjà, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour ce premier épisode. On va faire simple, on va disséquer les 5 clubs romans, parce que bien évidemment, oui, il y a 5 clubs romans avec la promotion d'Ajoie. On a fait simple, on a décidé d'aller dans l'ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de jalousie, de il préfère ceci, il préfère cela. Donc, Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève et Lausanne. On notera aussi que, on a enregistré cet épisode un petit peu en amont, ce qui fait que c'est possible qu'on ne parle pas de ce qui va se passer ces derniers jours. Mais pas de souci, on sera là de toute façon la semaine prochaine pour un épisode spécial avec Gary Sheehan, lui aussi enregistré un petit peu en amont. Et puis après, dès que la saison recommence, on sera là, bien évidemment. Et puis vous n'oubliez pas OK Manager qui vient d'être relancé. Vous savez qu'on fait partie de ce projet qui nous a tenu à cœur et qui nous a pris pas mal de temps ces dernières semaines. Salut Greg. Salut Jean-Fred, j'ai dû compter les saisons, on est déjà la 4e saison de Colfax qui commence aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre, non? Je m'y attendais pas. Je me suis dit, ça va être la 3e saison, je me réjouis, je vais voir l'historique. Puis non, 4 déjà. Bon, il faudra qu'on arrête bientôt, on arrête à combien? Ça, je sais pas, mais c'est à cause du Covid, ça nous a foutu dedans cette saison. Une saison blanche. Ouais, même si on a quand même pu la faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un vachement plaisir de retour. Exactement, un été assez court finalement, vu qu'on a eu l'épisode Damien Ria qui est venu ponctuer la saison 3 très 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 tardivement. On a eu les championnats du monde, le championnat du monde qu'on n'a pas pu faire. Enfin bref, c'était une année un peu particulière. Mais par contre, ça redevient normal. On aura OK Manager à la rentrée. Ouais, tu disais, on a un été tranquille, c'était quand même chargé, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu pas mal de boulot à faire. On a essayé d'aider un petit peu à la reprise, pour modestement voilà. en coulisses. Ouais, on va pas s'attribuer tout le mérite, de loin pas. Non, je pense que 1%, allez, 2. Ouais, c'est bien. Je pense que Raphaël, celui qui a repris le jeu, l'architecte derrière tout ça, technique, a fait pas mal. Et puis notre ami Michael a aussi beaucoup bossé. Et c'était quand même nettement mieux que de ne pas devoir téléphoner à un Ukrainien qui ne répond pas, quoi. Exactement. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer à ce jeu, il va falloir vous réinscrire sur okmanager.ch. Et on espère que ce qui a été préparé tiendra la route et vous fera plaisir, autant qu'à nous finalement, parce que on a aidé à la communication, mais on se réjouit surtout de jouer à ce jeu. C'est pour ça que c'était un peu le but de toutes les personnes impliquées, c'était au moins sauver ce jeu qui était un petit peu en train de péricliter. Et voilà, bien du plaisir. Il y a peut-être même quelques valeurs intéressantes, il faudra qu'on en parle un petit peu plus tard, peut-être qu'on en parlera lors des différentes équipes, on verra. Et donc comme d'habitude, c'est Miguel qui a œuvré, Miguel Piquant a œuvré pour les valeurs. Et voilà, l'équipe est en place, le groupe vit bien, et on a fait des bons transferts, on travaille tous très fort dans les deux sens de la patinoire. On repasse aux choses sérieuses maintenant, à la National League. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que finalement, le parallèle, il est assez bien trouvé, puisque pour la première fois de l'histoire de Hockey Manager, il y aura Ajoie, puisque Ajoie est en National League. Exactement. Et du coup, on va commencer par le club jurassien, aussi parce que ça commence, on prend l'ordre alphabétique en gros. On va faire Ajoie, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, et puis comme ça, il n'y a pas de jalousie. Ajoie, finalement, là aussi où c'est intéressant, c'est que j'essaie un peu de poser des questions à gauche, à droite, quand on va sur les matchs de préparation, en me disant, j'essaye de situer cette équipe, et j'avoue que j'ai de la peine, en fait. Je sais que contre Fribourg, en match de préparation, un des premiers, ils ont fait 4-3, ils ont perdu. Ils étaient menés longtemps, je crois 3-0. Ils ont réussi à revenir, mais sur les 2 premiers tiers... Ils ont 7-8 tirs cadrés en 2 tiers, c'est vraiment compliqué. Contre 27, et on parle de match de préparation. Dieu sait que j'aime pas faire des grandes théories sur les matchs de préparation, parce qu'on peut peut-être voir une tendance. Mais notamment Fribourg, justement, on se disait il n'y a pas beaucoup de changements. Donc là, la tendance pour voir si les gars se trouvent toujours bien, c'est chouette.
Par contre, pour d'autres clubs, c'est vraiment compliqué. Et là, à Joie, si on prend juste les joueurs qui sont arrivés, je ne vais pas faire les partants parce que c'est finalement moins intéressant. On a deux nouveaux étrangers, logique, ils avaient De Vos et Hazen. On a maintenant Asselin qu'on connaît et Jérôme Leduc, le défenseur, que des Québécois. Lou Bogdanov, Martin Ness, Dario Rohrbach et puis Roman Engi. Comme ça, quand on regarde et on connaît le contingent de base, on se dit que c'est quand même léger, pour pas dire plus. C'est léger et à la fois c'est complètement normal. Je pense que s'ils avaient eu un contingent plus compétitif ou plus, on va dire, dans les standards de National League dès la saison 1, on n'aurait rien compris. Donc c'est normal, c'est une année de transition pour le HC Ajoie. Mais finalement, le HC Ajoie, ça va être une expérience intéressante parce que ça fait longtemps qu'on dit il y a de la place pour 13 voire 14 équipes dans la ligue. Bah, on verra s'il y a de la place pour 13 voire 14 équipes. Alors, on rappelle, dès cette saison, il y aura toujours 4 étrangers. Celle d'après, il y en aura un minimum en plus par équipe. Si la Ligue reste à 13, c'est-à-dire que si probablement Cloton, Viège et Hulton ne montent pas en National League à l'issue de la prochaine saison, on reste à 13 et il y a 5 étrangers. Si l'un de ces 3 clubs monte, j'en vois pas d'autres, on monte à 6 étrangers. Ça veut quand même dire que dans la Ligue, il y aura une trentaine de joueurs d'un niveau supérieur à certains peut-être joueurs suisses qui sont limite pour la National League, et ça va aider à rehausser le niveau moyen de la Ligue. Donc ça peut être intéressant justement de jauger. Si Ajoie est complètement largué après un mois de championnat, ben, tu te dis va falloir cravacher pour compenser ça dès la saison suivante. 2 étrangers en plus pourraient complètement aider, hein. Ça fait une belle différence. Déjà de passer de 2 à 4, pour eux, ça fait quand même un saut de qualité. Puis s'ils peuvent passer de 4 à 6, ça te fait plus d'un bloc d'étrangers. Ça devient intéressant. Tu prends une paire de défenseurs, ça te stabilise ton équipe, disons. Mais en l'état, niveau gardien, ils n'ont toujours pas de deuxième gardien. Au moment où on enregistre cet épisode, il faut savoir qu'on enregistre un tout petit peu avant la publication, pas le matin même comme d'habitude. Donc s'il y a un ou deux petits détails durant cet épisode qui ont changé, on s'en excuse. Mais oui, Ajoie va devant une saison compliquée, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour s'en rendre compte. C'est juste complètement normal. Et ce qui est important pour eux, c'est de bâtir la saison suivante et de mettre en place certaines choses, de chercher aussi des joueurs qui sont peut-être à la limite entre la National League et la Swiss League, ou alors des joueurs qui sont en National League mais qui n'avaient pas de rôle et qui maintenant peut-être ont l'occasion d'en endosser un avec Ajoie. Je pense à un Dario Rohrbach qui était à Ambry, qui faisait pas grand chose. Est-ce que là il peut franchir un palier? Est-ce qu'un Roman Engi à Lugano, il a une saison, il a près de 10 points il n'y a pas si longtemps quand même. C'est aussi un joueur qui peut amener quelque chose à cette équipe d'Ajoie, un peu de profondeur, et ils vont devoir faire des paris comme ça. On rappelle qu'au début, Rapperswil, c'était pas non plus glorieux quand ils sont arrivés en National League. Et petit à petit, en construisant, en faisant des bons choix, en allant chercher un Marco Lehmann, comme l'année passée en Swiss League, il y a des joueurs qui existent comme ça. Alors le cas Marco Lehmann, il n'y en a pas 20 en Swiss League, des Marco Lehmann, j'en suis conscient. Mais je pense que des petits coups par-ci par-là, tu peux quand même construire quelque chose. Mais si je me faisais l'avocat du diable, je pense que c'est même pas l'avocat du diable, parce que tu vas être assez d'accord avec moi, mais quand tu es Rapperswil, que tu es à, qu'est-ce qu'on va dire, une demi-heure de la banlieue zurichoise, même un petit peu moins, que t'es même pas loin de Zug, t'es pas loin de Saint-Gall, enfin, c'est quand même plus simple d'attirer un Marco Lehmann, d'attirer un Nando Egenberger, d'attirer peut-être même un Jérémy Vick finalement, que quand tu es en Ajoie. Et moi, la saison, la narration d'Ajoie, c'est de dire, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de relégation, c'est cool, comme ça, de toute façon, on peut préparer, et on sera déjà là en saison 2. Oui. Maintenant, si Cloton, Viège ou Hulton montent, ils auront sans doute un budget plus conséquent. Donc finalement, c'est pas quelqu'un qui monte et qui vient derrière toi au niveau du budget, c'est quelqu'un qui monte et qui très vraisemblablement, et je pense que Cloton, ça fait aucun doute, et Viège même avec Lonza derrière, ça risque d'être pas mal aussi, ils viennent devant toi. Donc oui, tu peux faire des bonnes affaires, mais peut-être que la bonne affaire, elle va être faite soit par Cloton, soit par Viège, ou soit par l'autre club qui vient. Donc c'est là aussi où ça risque d'être un petit peu compliqué. Ils sont vraiment au bout de la Suisse, quoi. En haut, plutôt francophone. Donc c'est vrai que Genève n'est pas au bout de la Suisse, c'est plutôt francophone. Ouais. Là, tu fais exprès. Complètement exprès. C'est difficile, quand tu es un parent pauvre déjà de base, d'arriver, puis que ceux qui viennent derrière, ils se mettent un petit peu au-dessus de toi. J'espère pour eux qu'ils trouveront que finalement le projet qui entoure la sympathie
que tout le monde a pour Ajoie va décider certains joueurs, mais j'ai l'impression que c'est être naïf aussi de penser ça. C'est que c'est le pognon qui va gérer le comment. Un Tour Kirchen, où est-ce qu'il a envie d'aller? Tiens, tu veux pas aller en Ajoie? Ouais, non, je préfère aller peut-être plus en Swiss League et puis avec l'automne. Donc, Après, moi, ce que j'aime bien, si on arrive à monter à 14 équipes, c'est que là, j'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années qu'on se dit « Ouh, si cette équipe, elle descend, elle remonte pas. Hein. Ouh là là, c'est fini. » Puis en fait, non, si tu as 14 équipes en National League, ben, la relégation, c'est pas comment dire, c'est pas la mort imminente du club qui ne remontera pas ou avant 15 ans. Non, en fait, si on monte à 14, il y aura toujours des promus et des relégués. Et finalement, la porosité entre les deux ligues, elle va être présente. Et chaque année, bah, tu peux monter, tu peux descendre. Si en bas, tu refais pas n'importe quoi, tu peux assez rapidement jouer le haut du tableau et remonter l'année suivante. Comme en foot, finalement, le LS est descendu en Challenge League il n'y a pas si longtemps. Ils sont remontés. Bon, on va pas faire des théories sur le foot ici, je crois que c'est pas notre domaine de compétence. Mais toujours est-il que la relégation, c'est pas une catastrophe. Et si on monte à 14 dans la ligue, ça va quand même aider. Et puis, ben, on a le droit d'avoir des équipes qui ont un moins gros budget. Moi, chaque fois qu'on en parle les deux, moi je te sur l'exemple de la Première Ligue en Angleterre, bah, je pense pas que Brighton ait le même budget que Manchester City. Ça les empêche pas d'être dans la même ligue. Et aussi, justement, et je donne très volontairement l'exemple de Brighton pour m'intéresser un tout petit peu à ce club. C'est un club qui, justement, va aller chercher grâce à des statistiques avancées, les fameuses statistiques avancées, on connaît le chapitre, mais c'est un fait. Ils vont peut-être aller chercher des joueurs qui ne sont pas dans le radar des gros clubs, mais malgré tout, en faisant 2-3 bons coups à gauche et à droite, tu peux avoir des joueurs intéressants. Et ben, là, ça demande un scouting ultra performant. Et c'est peut-être là le problème, justement, au-delà des joueurs que tu dois payer, c'est l'infrastructure autour. Et est-ce que Ajoa serait capable de mettre en place ce scouting ultra performant qui pourrait peut-être justement permettre d'aller faire 2-3 bonnes pioches en Swiss League? Et moi, je le vois plutôt là, le problème, en fait. ouais, surtout peut-être que Brighton paye bien ses scouts aussi, justement, parce qu'ils savent qu'ils mettent du budget là-dedans pour pouvoir trouver des bonnes pioches. Après, le cheptel que tu as pour trouver des joueurs de foot, on parle d'un sport mondial, tu peux aller sur tous les continents et tu peux trouver une bonne pioche. C'est quand même un petit peu plus restreint au niveau du hockey sur glace. Mais... Avec 6 étrangers, du coup. Oui. Tu peux aller chercher aussi un peu plus facilement un Polonais. Non, mais j'exagère pas le plombier polonais, ni le. Non, mais on sent le Marc Lutti. Le soutier polonais. Mais ouais, non, moi je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un ou deux joueurs et puis t'as le droit de perdre en National League, c'est pas interdit en fait. Et je pense que si Ajoa et ses supporters en ont conscience, c'est pas grave. Maintenant, la question, moi, qui m'intéresse beaucoup autour d'Ajoa, c'est De Vos et Ezen. Qu'est-ce qu'il peut faire en National League? Ouais. Et ça va être intéressant de suivre parce qu'ils ont vraiment dominé, ultra dominé la Swiss League. Les quelques fois où on les a vus jouer contre des National League, ça se passait bien, mais bon, il faut remettre dans le contexte. C'était des matchs de coupe. Chaque match était une finale de coupe pour le HC Ajoa jusqu'à la finale de coupe contre Davos. Et ils régataient. Maintenant, est-ce qu'ils vont régater contre le vendredi soir, tu vas à Zug te prendre des boîtes, puis le lendemain, tu accueilles Berne. Match, je dis complètement au hasard, mais... Il y aura bien un moment où ça va se passer. Tu as des back-to-back, tu as beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Ça n'existe normalement pas. En Swiss League, c'est vendredi-dimanche. Là, ça sera des vendredis-samedi. C'est ça, finalement, c'est la répétition des efforts qui risque d'être compliquée. Après, c'est deux joueurs quand même qui sont capables, qui ont l'habitude de jouer à un haut niveau. Là, c'est le très haut niveau. Pareil pour Guillaume Asselin, finalement. Parce qu'il est venu à Genève, il a 4 matchs en National League, 6 buts. Tu dis, c'est pas mal, ça fait une bonne moyenne. Mais là aussi, c'était chaque fois, il venait dans un rôle très précis. Et dans un contexte match assez chouette. Exactement. Pour venir un match, il a même fait un triplé, si tu te rappelles, avec Genève. Et là aussi, pour lui, il y aura la routine d'enchaîner les matchs, d'en jouer une 50aine en National League, de peut-être au bout d'un moment, si ça se passe pas bien ou s'il y a des périodes un peu plus difficiles, être capable de sortir la tête de l'eau, de remettre une fois l'effort tous les jours finalement. Mais moi, c'est surtout De Vos et Ezen qui m'intéresse cette saison. Et là, je dis aussi ça d'un point de vue hockey manager, mais ça, on y reviendra peut-être à un autre moment. Mais est-ce qu'ils sont capables de rivaliser avec une première ligne adverse aussi? Parce que c'est ça le gros désavantage qu'aura Ajoa. C'est qu'en fait, en face, tu vas matcher ta première ligne contre la leur, mais derrière, il y a une ligne 2, une ligne 3, une ligne 4. Et on a vu que dans la préparation, au tout début de la préparation, Gary Sheehan avait fait une ligne avec Asselin, De Vos, Ezen. Ouais. Et rapidement, il a mis De Vos, Ezen
sur une ligne avec Uber et sur une deuxième ligne, il a mis Ezen avec Yogi. Ça va sûrement encore changer d'ici le début de saison, mais Tout tu à vois fait. qu'il est en train de se dire si je pars avec une grosse Sturmlinie, puis derrière, on essaie Je me fais de. flinguer. Quoi. Ça va pas aller. Ouais. Donc là, essayer de diluer un petit peu le talent. T'en as déjà pas beaucoup, mais peut-être un peu plus le diluer sur 2 lignes et demie. Ça peut être une bonne idée. Et je me réjouis de voir justement l'association de ces 3 attaquants étrangers, plus de Leduc derrière. Mais ouais, Ezen de Vos d'un côté, Asselin de l'autre. Ou est-ce que. Enfin, à voir comment il va composer ces lignes, mais ça va être assez intéressant à suivre. On se réjouit aussi de voir le powerplay, du coup, forcément. Mais ça fait qu'une unité. C'est qu'à un moment, ils peuvent pas non plus chaque fois arriver et jouer les 2 minutes ou je sais pas combien de temps du powerplay. Il y a un moment où tu dois changer, parce que sinon tu vas les cramer, c'est évident. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas forcément l'habitude de la catégorie. On a parlé des back-to-back. Donc forcément, tu as tendance à vouloir faire utiliser ou surutiliser tes meilleurs joueurs. Mais si c'est pour qu'au mois de décembre, tout d'un coup, tu sens un fléchissement parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est là aussi le côté marathon de cette saison. Mine de rien, il y a quand même 52 matchs. En Swiss League, il y en avait 40, qu'est-ce qu'on va dire, 44, un truc comme ça, 45. Et c'est 7 matchs, plus les pauses internationales, plus il y aura les Jeux Olympiques qui viennent aussi. Donc ça fait une grosse pause, ça peut être positif pour certains. Puis des fois, ça te casse ton rythme. Enfin, je sais pas, il faudra voir. Hein. Mais par contre, alors un Jérôme Leduc, je pense que là, lui est un peu plus habitué à ces saisons à rallonge. Il a quand même une saison à plus de 70 matchs en AHL en 14-15. Il en a une autre à 54 matchs. Depuis qu'il arrive en Europe, il a joué plus de 40 matchs en Tchéquie, après plus de 50 matchs en Autriche, une cinquantaine en Suède, une cinquantaine en Autriche avec Vienne. Lui, par contre, il va être habitué, et si on lui donne 25-26 minutes par soir, 25 minutes de glace par soir, ça va pas forcément être un souci, dans le sens où il est habitué à ce rythme-là. Pour les autres, on verra, ça va être l'un des challenges. Ouais, je me demande aussi le nombre de points. Je me pose la question de combien est-ce qu'il peut faire de points, parce que j'entends certains imaginer une quarantaine et tout, et je trouve que c'est peut-être assez haut, quoi. J'ai l'impression que l'écart entre... j'avoue que je les vois quand même difficilement à une autre place que 13e, parce que l'autre équipe qui me semble assez faible, c'est quand même Langnau, mais Sarella, ça va être une des stars du championnat si tout se passe normalement, on va dire. Absolument. Pessonen, c'est quasiment un point par match en National League. Alors, il est peut-être un petit peu plus âgé maintenant, mais normalement, voilà. Grenier, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, il va quand même faire le job. Ils n'ont pas de défenseur étranger, d'accord, mais mine de rien... Ils ont Jesper Olofsson qui a marqué un hat-trick durant la préparation. Puis après, tu as des joueurs quand même, des Flavio Schmutz, des Kai Schwery, Tostoinov, Nolan Diem, Pascal Berrière. On va pas faire tout le contingent de Langnau, mais je suis bien parti. Et derrière, tu as aussi des joueurs qui sont habitués, qui ont des centaines de matchs de National League. Huguenin, Léguer... eux, le rythme, ça, c'est pas un souci. Ils sont pas surpris. Et donc oui, honnêtement, si on doit faire les pronostics, et moi je pense qu'on va le faire pour chacun des clubs où on les voit durant cet épisode, pour moi il n'y a aucun doute. Toute autre place que la 13e pour le HC Ajoie cette saison serait déjà une bonne surprise. Tout à fait. On reste dans l'arc jurassien, on descend un petit peu vers le sud, Bienne, qui avait fini 7e de la saison passée et qui a dû passer par ces pré-playoffs perdus contre Rapperswil, qui était 10e. Alors, effectivement, avec une Ligue à 14, ces pré-playoffs seront d'autant plus intéressants. Là, je te rejoins complètement. Parce que, justement, il y a beaucoup d'équipes, donc ça peut vraiment donner un petit quelque chose. Mais voilà, Bienne qui a dû changer pas mal de personnel. Avec, en entrée, on a Grossman, on a Löw, on a Yakovenko, Froidevaux, Haas, Salinen. Honnêtement, ces 6 noms, c'est du solide. Et finalement, des noms qui partent, on en a aussi en tout cas 5 voire 6 qui sont assez importants. Yanis Moser, Pouliot, Lindbaum, Kreis, Fuchs, Ulmer et puis Gustafsson. Cette équipe de Bienne, je me disais au début, oulala, ils ont perdu plein de monde. Mais ça, c'était au début de l'été finalement, avant qu'ils commencent à faire ces signatures. Là maintenant, j'ai nettement moins souci pour eux parce que je trouve que,
entre l'expérience de Grossman, de Froidevaux, même de Haas aussi, les étrangers normalement, Martin Steinegger se plante pas forcément, et c'est des joueurs qui seront tout à fait solides, plus encore les joueurs qu'ils ont, les Kunti, les Brunner, les Radgeb et compagnie. Ouais, ça semble pas mal du côté de Bienne. Ouais, il y a de quoi être assez confiant, j'ai l'impression. Ouais, bah déjà, rappelons donc avec le départ de Yanis Moser dans l'Arizona, bien à droit à 5 étrangers, la fameuse Lex Moser, du coup, en l'occurrence, qui est bientôt terminée. Encore une saison à supporter ces conneries-là, et puis après, on pourra revenir à des choses un peu plus sérieuses. Mais oui, j'ai entendu durant cet été quelquefois des gens qui disaient « Ah non, c'est terminé !» Non, c'est pas terminé. Il y a encore une année, et les deux clubs qui y ont droit, c'est Bienne et Zug. Zug a perdu Gregory Hoffman, le remplace par un étranger. Le remplace par un étranger, par Herzog, par Souris. Zug, ils ont remplacé Hoffman par 4 personnes, par Marco. C'est terrible, hein. Je crois que j'ai pas fait une seule fois juste depuis 10 ans. Par Marco Müller. Mirko Müller, c'est ailleurs, effectivement. Par contre, Zurich n'a plus droit à l'étranger supplémentaire. La Lex Souter, c'est terminé les concernant. Ouais, un moment, il faut arrêter. C'est bon. Donc, 2047, ouais, mais rappelle-toi. Il avait signé un contrat jusqu'en 2070. Donc, non. Encore une année avec ça. Zug et Bienne, et après Fertig. Mais du coup, Bienne remplace Moser par un étranger. On peut presque dire qu'il joue à 6 étrangers si on part du principe que Gaëtan Haas devient leur centre numéro 1. On n'en a pas parlé à ce micro encore, mais le retour de Gaëtan Haas à Bienne, c'est une très très grosse signature. C'est quand même un joueur qui n'a pas 30 ans et qui vient de faire quand même une belle saison, une belle, pas en termes de points, mais il a fait plus de 30 matchs de NHL la saison dernière, et on rappelle quand même qu'il y a des joueurs qui n'ont pas réussi à faire ça et qui étaient plutôt balancés en AHL puis qui venaient faire de très bons résultats en National League. Et pour le début de saison qu'il a fait à Berne, c'est 14 matchs, 8 points. Dans une équipe de Berne qui était quand même loin d'être flamboyante. La saison passée, c'est 50 matchs, 38 points avec la saison d'avant. Avec Berne, son dernier passage en Suisse. Il peut vraiment apporter énormément à cette équipe du HC Bienne. Et oui, moi, je pense qu'il y a tout pour être très confiant. La question que je peux me poser autour de Bienne, c'est les deux défenseurs étrangers, entre Yakovenko et Leuf. Alors, c'est une évidence que finalement, Yakovenko, c'est exactement le genre d'étranger qu'on va gentiment avoir avec l'augmentation d'une étranger. Et ceux qui disent « Ah ouais, mais les clubs riches, ils vont pouvoir engager 6 Linus Somark. » Déjà, bon courage avec un seul puck sur la glace si tu en as 6 dans ton vestiaire. Tu sais, c'est même moi qui dis des choses comme ça. Hein. Ouais. Mais blague à part, non, en fait. Alors, peut-être que certains vont réussir, hein, mais l'étranger moyen, ça va justement être ce genre-là. Il faudra s'attendre à avoir de plus en plus, si le nombre augmente évidemment, d'étrangers qui seront là pour être plus des joueurs de soutien, qui seront là pas pour faire le nombre, mais pour être un défenseur 4, un défenseur 5. Moi, je pense qu'un défenseur défensif assez solide, j'ai toujours l'exemple de Jonas Ulos à Fribourg-Gotteron il y a quelques années, c'est un défenseur qui ne devait pas coûter grand-chose par rapport à un défenseur suisse, mais il a l'avantage d'être étranger, donc tu as un marché qui est immense, il va te coûter moins cher. C'était le but d'avoir plus d'étrangers, c'était de faire baisser la pression sur les salaires. Là, c'est l'exemple assez parfait. Yakovenko, c'est un demi-point par match en Première Ligue finlandaise la saison dernière. C'est un défenseur, il est déjà passé une fois par Bienne. Je ne sais pas trop qu'en attendre, honnêtement. Puis Victor Leuf, c'est un défenseur offensif qui a l'air vraiment solide. Il va avoir remplacé, pour le coup, je pense un peu plus un Yanis Moser, même si Moser n'est pas un défenseur offensif, mais dans les minutes de glace. Il a mis ses points, en tout cas, l'année passée. L'année passée, il avait clairement mis ses points. Et ça va être intéressant de voir justement cette défense qui va être remaniée. Et dernière année de contrat de Yannick Radgeb. Il y a plein de petites choses intéressantes autour de cette équipe de HC Bienne. Yannick Radgeb, là, tu le glisses comme ça. J'aime bien. Parce qu'en général, tu glisses rarement le nom comme ça avec un petit sourire. C'est parce que tu le sens avoir un marché. Parce qu'à un moment, quand il est revenu à Bienne, c'était oulala, il y a Yannick Radgeb qui revient. Là, je dis pas qu'il est rentré dans le rang, mais est-ce qu'on va vraiment se battre, justement, si en plus il y a 6 étrangers? Est-ce que c'est le type de joueur où on peut avoir une surenchère monstrueuse? C'est dur à dire. Défenseur droitier, moins de 27 ans. J'ai envie de dire, il y aura quand même un marché pour lui. Et je crois que j'avais déjà fait une fois la théorie à ce micro, on en fait tellement en 4 saisons, mais que la surenchère, elle va de toute façon exister. Dès que tu as 2 équipes qui sont sur le même joueur, tu as forcément
y aura forcément une bagarre pour se l'approprier. Donc oui, je pense quand même qu'il y aura un marché pour Yannick Radgeb, mais c'est un des joueurs qui va peut-être un tout petit peu plus souffrir de l'arrivée d'étrangers. Romain Leffel est censé aller à Berne, d'après ce qu'on lit dans les médias alémaniques. J'avoue ne pas avoir l'information. Qui ne reste pas à Lugano, ça m'a l'air assez clair, mais par contre, ce qui va à la Berne, ça je ne sais pas. Mais un Radgeb sur le marché, ben oui, ça va intéresser. Et c'est quand même un joueur qui est assez flashy et puis qui peut marquer ses 10 buts dans la saison. Et puis un joueur capable de jouer sur du powerplay, envoyer des prunes. Et puis si tu peux le cacher en bout de roster en troisième ligne défensive et un tout petit peu le ménager à 5 contre 5 puis le faire venir jouer de ses 4-5 minutes de powerplay, il peut être assez précieux quand même. C'est clair. Je vois aussi, hein, quand on prend le contingent, moi j'attends pas mal dans le sens... je me réjouis de les voir à l'œuvre et si on pourra les voir plus de... Allez, 10 minutes par match, hein, c'est Noah Delémont, c'est Yannick Stempfli, parce que Bienne a déjà eu pas mal de jeunes joueurs bien développés. Hein. On pense à Nussbaumer, on pense aussi à Gilles Colère qui est toujours là. Nussbaumer, Yannis Moser, exactement. Ouais. Et puis, y a Jan Bixel qui est parti en Suède. Là aussi, il faudra bien suivre sa saison, la carrière. Il a été comparé à Karlsson en Suède dans un article que j'ai lu. Non, mais en disant il est grand. J'ai entendu Edman, alors bon, tu vois. Alors c'est un mix peut-être. C'est un mix entre Edman et Karlsson. Il est pas mal ce jeune. Ouais, non, mais t'imagines la pression à part ça. Non, alors pour avoir lu l'article, au-delà de la headline, ils disent ben voilà, c'est qui le grand gros. Est-ce que c'est lui le nouveau okay. Défenseur qui va émerger de Swedish Hockey League. Il est solide ce Jan Bixel et puis je pense qu'il faudra l'attendre à son retour en Suisse parce que là on va se battre pour le coup. Oh. Ou alors peut-être qu'il va franchir l'Atlantique en étant transféré parce qu'il va rester en Suède parce qu'ils sont très contents de lui. Puis en plus pour son développement, pour un défenseur, aller en Suède, je pense que... C'est une bien bonne idée. Hein, c'est Seider, l'Allemand, là, qui est exceptionnel parce que puis en plus il est meilleur défenseur de Suède en la dernière année. Donc ouais, si t'es bon en défense, d'aller en Suède, je crois que c'est pas si mal que ça. En attaque, ouais, on disait, il y a pas mal de noms intéressants parce qu'on les connaît et puis il n'y a pas de raison. Alors peut-être que Brunner... Le poids des ans, il y a un moment quand même, je me dis, ça va peut-être arriver, mais Kunti Brunner, et évidemment des Ishiofer Ugly, c'est Kunsley, c'est solide. Puis il y a toujours Toni Rajala. Ouais, puis Jere Salinen, le nouvel étranger finlandais. Moi, il y a certains détails que j'aime bien regarder quand un joueur débarque. Et en fait, il était capitaine l'année passée à HIFK, capitaine celle d'avant à HIFK. En 18-19, capitaine à Örebro. En 17-18, capitaine à Örebro. Les 4 dernières saisons, il était capitaine de son équipe. Et ça, je me dis, c'est pas anodin. C'est pas un joueur, c'est pas un Mitläufer qui va débarquer. Et puis, non, t'as l'impression que c'est un caractère qui a été amené dans ce vestiaire. Je le connais pas. Hein. C'est vraiment juste sur cet indice-là que je me dis, c'est pas tout à fait stupide comme acquisition. Il gagne le titre mondial à Bratislava avec la Finlande. Il y a Toni Rajala dans le vestiaire. S'il vient, c'est aussi, j'imagine, parce que il y a une accointance là. Je me réjouis de voir ce Jere Salinen. Ça va pas être, là aussi, alors, si on parle de hockey manager, mais pas que, ça va pas être le joueur qui va te marquer 45 ou 50 points durant la saison, mais je pense par contre qu'il peut amener beaucoup d'autres choses. Et c'est justement là où quand tu peux avoir un Gaëtan Haas comme centre de première ligne qui joue, entre guillemets, comme un étranger, ce Jere Salinen joue peut-être comme un excellent Suisse, finalement, si tu regardes les rôles, on va dire, dans un aliment un peu plus standard. Et lui, ouais, je me réjouis beaucoup de le voir jouer. Il me fait penser un peu... type transfert à la Marcus Kruger à Zurich, un joueur capable de... Un bon toué, quoi, être capable de... Zug aussi a fait ce choix-là de prendre un joueur suédois, maintenant. J'ai Anton Lander. Voilà, exactement. Une trentaine de points en Suède, dans les deux sens de la patinoire, pas forcément flashy, justement, mais tu sais exactement ce que normalement, ça va être solide. Alors moi, Anton Lander, je suis plus chaud, entre guillemets, sur lui que tu ne l'es, tu vois. Alors, pour moi, c'est un joueur qui mériterait un rôle de premier centre dans quasi toutes les autres équipes de Suisse. L'année passée, il fait plus de 30 points en KHL. L'année d'avant, pareil. Dernier passage en AHL, il a 55 points en 40 matchs. C'est vraiment monstrueux.
Et si t'as pas Yann Kovar devant, c'est ton centre numéro 1. Mais là, bon, bah voilà, tu joues en centre numéro 2 parce qu'il y a Kovar derrière. Mais alors, moi, je vois Lander beaucoup plus gros, entre guillemets, qu'un Salinen. À voir aussi Salinen s'il va jouer à l'aile ou au centre. Il peut faire les deux. Et c'est jamais perdu. Il y a un 5e étranger. Et bien, attends, encore un 5e étranger. J'ai des petites voix qui me disent qu'il cherche plutôt un ailier qui peut aller dépanner au centre que l'inverse. Donc on verra, mais ça doit être à bout touchant de ce que j'entends. Mais par contre, j'ai absolument aucun nom. En tout cas, en centre, Kunti, Froidevaux, Gaëtan, Haas, comme ça. J'ai pris 3 centres naturels. Et puis après, est-ce qu'ils veulent mettre un jeune? Je sais pas. Il y a toujours Salinen, tu disais, qui peut jouer en centre. Maintenant, c'est clair que Gaëtan Haas est sur une des 2 premières lignes. Kunti peut peut-être aller en 3e. Froidevaux ferait assez bien le boulot en 4. Voilà. C'est une jolie, en tout cas, un joli problème à avoir que de se demander qui est-ce qu'on va prendre comme 5e étranger, parce que ce sera rarement un joueur qui va débarquer et qui ne sera pas utile. Non, en tout cas, durant la préparation, Salinen a joué au centre. Donc, c'est peut-être vers ça qu'on se dirige. Hein. Gaëtan Haas, centre première ligne, Jere Salinen, centre deuxième ligne. L'étranger débarquera sur l'une des 2 premières lignes. Et belle équipe biennoise. Je me suis mouillé en premier sur un joueur en disant 13e. Là, j'ai pris un gros risque. Toi, tu vois quoi, cette équipe tu la vois où, cette équipe de Vienne? Pas un rang précis. Mais... Ouais. Je pense quand même que top 6, normalement, ça sera pas forcément facile parce que le championnat est bon. Mais quand tu regardes aussi un petit peu les autres équipes, je me dis, mais eux, ils ont un petit peu perdu. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un vrai changement de personnel avec 5 ou 6 joueurs qui ont été renouvelés. Mais avec tout ce qu'on a dit là, Jeroen van Pottelberge et même Elien Popendeux, ils sont solides à peu près partout. Enfin, je décèle pas forcément de points faibles de cette équipe. Partant de ce postulat, me dire que top 6, après, on va dire top 3 à 6. Voilà. Ouais, moi je voulais dire top 4. Moi, je vois bien dans le top 4 cette saison. Donc, on se rejoint, mais je pense que je suis un poil plus optimiste pour cette équipe que toi. Troisième club sous la loupe, Fribourg-Gotteron. C'est assez rapide quand tu dois faire les transferts, ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés, contrairement à d'autres clubs et notamment. Et toi qui aimes bien Bienne. faire des listes, là t'es un peu déçu, je trouve. Ouais, là c'est une petite liste. Alors c'est une listette. Vraiment. Donc en entrée, on a Diaz et Dufner, et puis pour remplacer finalement Aplanalp et Bicher, et puis on a encore Stolberg qui a annoncé sa retraite. Dommage de ne plus le voir sur les patinoires. Mais de toute façon, ce qui était sûr, c'est qu'il ne restait pas à Fribourg, qui a dû finalement faire le choix pour ne garder que 4 étrangers. Oui, c'était clairement l'idée. Qui sont Desharnais, Di Domenico, Gunderson et Brodin. Donc, ce qui est assez amusant en regardant le roster Fribourg, c'est que finalement, des fois, on aime bien se dire alors il y a ce joueur qui monte, on se réjouit de le voir à l'œuvre. Là, on se réjouit de voir à l'œuvre Diaz, mais on le connaît. Donc on sait ce qu'on a avec Diaz. Et finalement, c'est quasiment le même contingent, quoi. C'est quasiment le même contingent que celui qui a terminé 3e l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'en fait, en y réfléchissant, on a tendance immédiatement à être un peu négatif parce qu'il y a eu des playoffs foirés contre Genève. Puis du coup, tu viens de dire, ouais, mais est-ce que cette 3e place en saison régulière, c'était pas un peu trop beau pour la valeur de cette équipe? Est-ce qu'ils sont pas tous un petit peu vieillissants? Il y a pas mal de points d'interrogation, je trouve, alors qu'en fait, effectivement, quand tu fais la balance, d'un côté, tu as départ d'Aplanalp et dans une très moindre mesure de David Ebicher, puis de l'autre côté, tu as Diaz pour le remplacer. Et aussi, moindre mesure, Dufner, même si Dufner, on l'a vu lors d'un match de préparation contre Lausanne, il jouait du box-play, il faisait des premières passes assez solides et c'était pas flamboyant, mais tu dis ok, il sait jouer dans cette ligue. Mais voilà, j'allais dire, en fait, quand tu donnes cet exemple-là, voilà le type de joueur qu'on aurait pensé voir à Ajoie, par exemple. Solide en M20, qui après essaye de se faire sa place en National League, puis qui finalement a quand même pas mal de matchs de National League déjà sous dans sa musette, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, en pensant à cette équipe de Fribourg, le principal point d'interrogation que j'avais, c'était qui va planter des buts dans cette équipe. Et j'avais ça comme postulat de départ, on va dire, peut-être qui a été renforcé par le fait qu'on était au match contre Genève à la Vallée,
Puis il y a eu un but. Puis on était au match contre Lausanne à Yverdon. Et ils ont marqué un but dans le temps réglementaire et gagné en prolongation. Tu te dis, ouais, ça marque pas beaucoup. Alors, à l'inverse, tu peux te dire, ils n'ont pas tant encaissé, c'est bien. Ouais, puis préparation. Hein. Exactement. Mais la saison dernière, en fait, je suis remonté, j'ai regardé les statistiques, puis ils ont 7 attaquants qui ont plus de 10 buts. À titre de comparaison, Genève en avait 5. Alors, il y en a 2 qui avaient plus de 20 buts. La saison dernière, c'était Fer et Omark. On y revient un petit peu plus tard sur ça. Et Fribourg en a qu'un à plus de 20 buts, c'était Kylian Motet. Par contre, à la limite des 10 buts, il y avait Walzer et Gunderson, 9 et 8. Puis Fribourg va attendre le step-up de Sandro Schmidt, qui était à 7 l'année passée. Rossi, 7 buts en 33 matchs. S'il fait une saison à 50 matchs, il a finalement ses 10 buts dans la palette. Je pense que c'est assez dilué. Après, est-ce que c'est suffisant dans cette ligue? J'ai tendance à dire que oui. Mais sur les matchs, pour l'instant de préparation, je me pose juste la question. Puis est-ce que Motet fait des saisons à plus de 20 buts régulièrement? C'est plein de petites questions que je peux me poser autour de cette équipe actuellement. Mais je pense que Motet, maintenant, le cap qu'il a franchi, j'ai pas l'impression qu'il se contente d'avoir réussi cette saison dernière, qu'il se contente d'avoir été appelé par Patrick Fischer en équipe de Suisse. Il a l'air vraiment assez mature maintenant et destiné à faire ce pourquoi. Après, ça veut pas dire que même si il travaille bien, il est confiant et tout, c'est un buteur, on sait que ça peut des fois se dérégler, mais j'ai l'impression qu'il a c'est vraiment un gars solide maintenant sur lequel on peut... c'est mon gars sûr, quoi, Kylian. C'est un peu... On peut compter sur sa production parce qu'il a un shoot qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup en Suisse qui sont des véritables buteurs comme ça. Et ça, c'est le genre de truc, tu l'apprends pas. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est un peu le flair. Ouais, le petit truc en plus, quoi. Voilà, c'est ce talent-là de buteur qu'a Julien Sprunger, qu'a Luca Fazzini. Mais Fazzini, Motet, des fois, c'est un peu des joueurs... Voilà, ils sont restés dans leur environnement, à Fribourg, à Lugano. Mais tout d'un coup, ça peut exploser. Puis le retour de Daniel Brodin va être intéressant parce que la saison passée, il a été beaucoup dérangé déjà par le fait qu'il était 5e attaquant, enfin 5e étranger, pardon, dès le début de saison. Et il a été commotionné aussi. Mais c'est un joueur, la saison d'avant, on se rappelle, qui met quand même 16 buts. Donc 15 contre Lausanne. Donc 15 contre Lausanne, ouais. Un soir, sauf erreur. La saison d'avant, à Djurgården, il met 19 buts aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de la planter dans un style totalement différent que Stolberg. Les mauvaises langues diront Stolberg, c'est dans la cage vide. Lui, c'est avec un gardien, mais c'est pas ça. Donc lui, il va être intéressant. Et moi, surtout, ce que j'attends de cette équipe de Fribourg avec l'arrivée de Diaz, c'est d'avoir un deuxième powerplay. Parce que la saison dernière, c'était parfois un peu compliqué de voir le premier powerplay sortir, puis que tu avais Fourer à la ligne bleue, et c'est pas son rôle. Je dis pas qu'il sait pas le faire, il sait quand même un peu tout faire sur la glace, mais maintenant tu as Diaz qui débarque en deuxième powerplay parce que Gunderson continue de jouer sur la première unité. Ouais. C'était le cas en préparation, et il n'y a pas de raison. J'ai posé la question à Christian Dubé après le match, il m'a dit: tu veux vraiment que j'enlève Gunderson de mon premier powerplay parce qu'il y a Diaz? Bah non, quoi. Non. Donc Diaz vient amener cette deuxième couche en powerplay qui peut quand même faire un sacré bien. Ouais, Diaz et Run, je crois que c'était ça, hein, la paire de défense sur le powerplay. Ce qui fait qu'on on maximise ses chances et qu'on utilise des attaquants, et puis on prend nos deux meilleurs défenseurs, Gunderson, Diaz, pour piloter le jeu de puissance. Et si tu te rappelles de l'interview de Gauthier Desclous, on lui demandait les shoots les plus chiants de la ligue, puis il nous avait dit Diaz en powerplay, c'est une catastrophe parce qu'il sait tout le temps mettre le puck au bon endroit pour la déviation. Ouais, c'est le flotteur un peu. Exactement, il va jamais tirer très très fort, mais il va tout le temps tirer à un endroit où il y a 22 cannes, et tu sais que ça va partir dans un sens ou dans un autre, mais tu sais pas où, et il est vraiment dangereux. Cet aspect-là, un Fourer ne l'avait pas. Donc Diaz, d'un point de vue powerplay, ça va être un gros plus pour Fribourg-Gotteron. L'âge, tu l'as mentionné avant, on disait certaines mauvaises langues diront que l'équipe est vieillissante. Est-ce que c'est franchement des mauvaises langues? Parce que si on regarde... non, t'as pas forcément dit que c'était des mauvais hommes. Non, parce que c'est un fait. C'est un fait, hein, 89, 86, on a Fourer 85, Gunderson aussi. Finalement, il y a le plus jeune défenseur, c'est Dufner. Il a déjà 26 ans, finalement. Et c'est pas forcément celui qui aura le plus grand rôle. Donc, ouais, c'est difficile de trouver des jeunes défenseurs à Fribourg. Donc, exactement, et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que
Alors là, on se projette un petit peu en termes de construction de roster, mais fin de saison prochaine, tu as Fourer en fin de contrat, Gunderson, Yecker, Kamerzin, Souter en fin de contrat. Les seuls défenseurs qui sont signés, c'est Chavaya, Dufner et Diaz. Donc Christian Dubé aura du travail pour refaire une défense. Là aussi, si on peut monter à 6 étrangers la saison suivante, ça simplifie aussi un tout petit peu la tâche. Parce que tu vas chercher tes 2 défenseurs étrangers pour mettre en 1 et 2, voire 3 défenseurs pour mettre en 1, 2 et 3. Puis après, tu as Diaz pour compléter la deuxième ligne. Après, tu as Chavaya, Dufner, puis tu cherches encore un ou l'autre défenseur suisse pour compléter ton roster. C'est assez facile, entre plein de guillemets. Il faut les trouver, ces joueurs. Ouais. Mais ça aidera vraiment. Et c'est peut-être là aussi une des conséquences de cette augmentation d'étrangers. C'est que tout le monde ne va pas faire des appels désespérés à Radgate en disant non, mais on te met 50 000 de plus, viens chez nous, s'il te plaît. Non, pour le même prix, on va chercher un top défenseur à l'étranger et puis on fait confiance à notre scouting. Et moi, l'une des choses qui va m'intéresser cette saison à Fribourg, c'est Samuel Walser, qui joue centre de deuxième ligne en préparation avec d'un côté Di Domenico et de l'autre Yannick Eren. Walser, il arrive à 30 ans, fin de contrat, donc il va signer je pense encore un nouveau contrat de 2-3 ans parce qu'il faiblit, il ralentit pas, bien au contraire, il sort sa meilleure saison en carrière. Faux, il avait fait 23 points une fois, mais 22 points la saison dernière, 8 buts, 14 passes, il avait été très bon, il gagne ses engagements, il gagne plus un engagement sur 2 sur la saison, mais il jouait en centre 3 la saison dernière. Là, il risque de monter un petit peu dans l'alignement, justement avec Di Domenico qui est décalé sur une aile, lui qui vient là. C'était Schmidt au début de saison, hein. On se rappelle la Di Domenico et Ron Schmidt, on trouvait qu'elle était vraiment très intéressante, puis finalement, il a fallu changer, quoi. Et je pense que Christian Dubé s'est fait taper sur les doigts parce qu'il n'avait pas une ligne 100% fribourgeoise. Donc là, il joue avec Sprunger, Schmidt, Bikoff. C'est réglementaire, c'est dans son contrat, mais il n'avait pas vu la ligne, je crois. Il faut une ligne 100% fribourgeoise à Gotteron, sinon ça ne va pas. Donc Walser monte en ligne 2. Et là, ça va être intéressant de voir justement s'il est capable d'augmenter un petit peu sa production depuis cette deuxième ligne. Et si c'est le cas, Fribourg offensivement, je pense quand même que ça devrait le faire. En fait, plus je réfléchis à cette équipe, plus je me dis quand même ça devrait aller. Derrière, on n'en a pas encore parlé, mais Reto Berra, là aussi je pense que ça devrait aller. Ça, c'est surtout le truc, en fait, on n'en parle même pas parce qu'on sait que c'est vraiment l'assurance du tout risque, quoi. Mais après, c'est une équipe qui a, comme on disait avant, qui est un petit peu vieillissante. Donc si tu commences à avoir 2-3 petits pépins qui s'accumulent et un contingent qui est finalement assez léger, en termes de profondeur, ils ont 12 attaquants ou 13 attaquants. Rossi qui revient d'une assez longue blessure, il devrait être de retour. Marchand a été un tout petit peu blessé, mais il sera OK, il a pris un puck, rien de grave. Si Fribourg est épargné par les blessures, ça devrait aller, je pense, offensivement, défensivement, c'est OK. Par contre, là, parler de pronostic, c'est à moi de me mouiller en premier. Moi, je vois, à mon avis, la 3e place de l'année passée, ça ne représente pas forcément la valeur réelle de cette équipe. Ouais. Je les verrais un poil plus bas, entre 6 et 8, disons. Ils vont se battre pour éviter les pré-playoffs, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a beaucoup de trucs, si tout marche, c'est vraiment moi j'ai un peu cette impression-là, mais si tout le monde joue à son niveau, pas de problème. Est-ce que tout le monde va jouer à son niveau? C'est la bonne question. Si personne n'est blessé, etc., à voir comment ça va se passer. Sinon, en coulisses à Fribourg, tout va bien. Il ne s'est rien passé, quoi. Ah oui, si, il y a eu le changement de CEO. Non, blague à part. Ouais, ça a surpris tout le monde, mais même à l'interne, le départ de Raphaël Berger pour partir dans le privé. Ouais. Remplacé par John Gobi, ça a surpris tout le monde. Mais vraiment, dans les deux sens, ça a surpris tout le monde. J'avoue ne pas savoir quoi dire sur ce changement. On lui a parlé, oui, tu étais présent aussi, à la Vallée de Joux, lors du match contre Genève. Il a dit toutes les bonnes choses. De ce qu'il imaginait faire à Fribourg, du potentiel de Fribourg, la nouvelle patinoire, etc. La réalité, c'est quand même que d'ici la fin du mois d'août, on va avoir la divulgation des comptes de Fribourg-Gotteron de la saison passée. Fribourg est un des clubs qui a une assemblée générale où les comptes sont dévoilés. Ça ferait pas du bien à tout le monde, disons, d'avoir les chiffres sur la place publique. Là, eux, c'est le cas, donc on va voir à quelle
quelles conséquences le Covid aura concrètement sur les finances de Fribourg-Gotteron à l'avenir. Et si tu as un bouillon monstrueux la saison dernière, ben, ça va prendre quelques années à remonter la pente. Et souvent, le premier point sur lequel on coupe, ben, c'est les salaires des joueurs. Et dans le même temps, il y a le président qui a quand même répété à plusieurs reprises, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, au moins 3-4 mois, je pense, ou 5, mais que Fribourg doit viser le titre dans les 3-4 ans. Puis dans le même temps, tu dis, ouais, mais attends, on s'est pris une branlée financière la saison dernière, donc qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ah ouais, on va couper les salaires, ouais, mais on va gagner le titre. Là, il y a un vrai problème. Il y a un truc qui va pas. Et je me réjouis de voir justement comment ça va évoluer à ce niveau-là, du côté de Fribourg-Gotteron. Puis, alors, bon, vu qu'on enregistre avec un tout petit décalage, il y aurait peut-être eu une nouvelle entre-temps. J'ai aucune idée, hein. Mais il y a le cas Berti. Je veux dire, c'est plus des appels du pied. Je crois que j'ai déjà fait la blague une fois. Et la blague, super. J'ai dit, c'est des coups de pied que donne Weber à Christophe Berti. Il en a déjà parlé 2, 3, 4 fois. En NBA ou en NHL, si un GM fait ça s'appelle du tampering. C'est illégal, en fait, de parler d'un joueur qui est sous contrat ailleurs en disant je vais le faire venir chez moi. Et je dis pas, ici on fait ce qu'on veut, hein. Mais pour dire, c'est quelque chose qui est assez tabou de parler d'un joueur ailleurs et encore sous contrat pour une année, voire une année et demie, la première fois qu'il en parle, et dire non, mais on te veut chez nous maintenant, nous on va le faire revenir. C'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Maintenant, si je dois mettre mon argent quelque part actuellement, c'est un 51-49. Berti quitte Lausanne pour Berne. D'accord. Et 49, il reste à Lausanne. Ouais. Puis entre-temps, il y aurait eu l'annonce qu'il a prolongé pour 5 ans à Lausanne. Puis on dira, t'es bien informé, Grégory. Moi, juste pour revenir sur le cas Gobi, j'étais un tout petit peu surpris parce que c'est pas forcément... c'est de nouveau quelqu'un du hockey. J'aurais bien voulu voir aussi une fois, à un moment, quelqu'un qui n'a pas forcément un bagage de joueur de National League. Juste quelqu'un qui est je sais pas, un financier ou un type qui a fait des études là-dedans puis qui sait pas comment pousser un peu qu'au fond, en gros. Ouais. Mais j'ai l'impression que dans le hockey suisse, quand même, on a souvent tendance à reprendre, et que c'est clairement pas forcément Fribourg. Je pense qu'on peut prendre tous les postes à peu près en Suisse, c'est chaque fois quelqu'un, ouais, mais... J'ai l'impression que c'est toujours les copains de quelqu'un, on connaît, ouais, mais on le connaît, lui. Même s'ils ont fait des super études, hein, c'est le cas de John Gobi, mais d'ailleurs, on connaît toujours les gars par le hockey, pas par ce qu'ils ont fait à côté, en fait. Ouais, bah c'est l'exemple que j'aime bien utiliser. Avant de savoir que c'était John Gobi, c'était de dire, mais est-ce que le CEO de Nespresso, il a cueilli du café quand il était jeune, quoi. Et je suis pas sûr, en fait. Et c'est vrai que là, tu dis, bah en fait, le domaine sportif, il est quand même bien cadenassé, on va dire, avec Christian Dubé qui est directeur sportif, avec Gerd Senesian, Sandy Janin maintenant qui s'occupe de la jeunesse. Est-ce que vraiment on a besoin d'une autre personne qui vient du monde du hockey ? Ou alors, cette autre personne, justement, va laisser le hockey de côté en disant oui, bon, moi j'étais hockeyeur, mais moi mon rôle c'est de commercialiser cette patinoire, c'est de la faire franchir un palier financier à Fribourg-Gotteron. Et oui, j'étais hockeyeur, mais ça m'a permis d'ouvrir et de pousser la porte de la BCF Arena. Mais je laisse les gens du hockey travailler et ça va être intéressant de voir ça aussi, comment lui va arriver dans ce nouveau poste. On passe à Genève, qui, là non plus finalement, a pas fait beaucoup de transferts en entrée. Par contre, tu l'as un peu spoilé avant, en parlant des deux pertes principales en termes de but. Hein. Mais en entrée, Benjamin Antonietty, qu'on a eu à ce micro, Marc-Antoine Pouliot, et puis dans une très moindre mesure, Giancarlo Chanton, parce que si je me rappelle ce que tu me dis, c'est possible qu'il ne soit pas forcément à Genève toute la saison. Hein. Alors oui, à voir effectivement, mais et il manque aussi Daniel Manzato. Non, ça c'est pour les... pardon, est-ce que je t'ai mal écouté ? Enfin, oui, mais bref. Ouais, est-ce qu'il va jouer toute la saison ici ? Est-ce qu'il va devoir se former encore un petit peu ? Il a l'air encore un petit peu jeune, et donc faudra voir, effectivement. En départ, on a Cast qui est en ce moment, et à moins que ça change d'ici la sortie de l'épisode, en essai à Berne. On a Fritché, la même chose, en essai à Lausanne. On a effectivement Daniel Manzato, comme tu l'as dit. Mes excuses. Guébet, Fer et Omar, les deux qui représentaient respectivement Fer 21 et Omar 22 buts, c'est ça ? Voilà, ouais. C'était deux meilleurs buteurs de la saison dernière qui s'en vont. Marc-Antoine, Benjamin... Et Genève a encore un étranger, cherche encore un étranger, donc ça
Ouais. Ça va, on va quand même chercher un profil de quelqu'un qui est capable de planter quelques buts et pas juste un playmaker, on va dire. Et ça va être intéressant là aussi de voir comment compenser ça finalement, parce que 43 buts, c'est loin d'être anodin. Ouais, c'est un joli total. Hein. Et En fait, je trouve les grosses signatures de Genève, c'est Carrère Lecoultre, en fait, d'avoir réussi à les conserver aussi. Puis tout le monde leur faisait les yeux doux, finalement, à ces deux jeunes défenseurs. Bien sûr. Et de l'avoir pu les garder, c'est super positif. Et on est complètement dans ce que veut faire la fondation, finalement, à mettre les jeunes, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Sandy Simmons, par exemple, qui, là, va commencer, je pense, à être vraiment mis en National League. Il y a les frangins Sayes, là, c'est laiton aussi. Ouais, je me réjouis. J'ajoute Christophe Cavalieri dans les joueurs à suivre cette saison. Je dis pas qu'il va brûler la ligue hein, et finir à 25 points. Mais par contre, je pense que c'est un jeune à Genève, ils y croient beaucoup, beaucoup. Pour peut-être qu'il gagnerait justement à avoir un petit peu de temps de glace ailleurs, mais c'est un grand gaillard, il fait plus d'1m90. Je l'ai pas mal observé du côté du sentier, justement, j'avais bien envie de voir ce qu'il valait. Ils lui ont donné du temps de glace en powerplay, ce qui n'était pas inintéressant. Et tu voyais que c'était l'un de ses premiers matchs contre les adultes. Il faisait les passes justes. À chaque fois, au joueur le plus proche qui était assez libre, il jouait lentement, 2 touches de puck à chaque fois. Il jouait vraiment safe. Mais je pense vraiment que lui, il a quelque chose à faire. Et si Genève, qui est habitué à de temps en temps sortir un jeune et à le mettre dans de bonnes conditions pour performer, je pense à Mathieu Vouillamo la saison dernière notamment, bah, lui, c'est un joueur de 19 ans, un centre qui doit progresser physiquement. Il s'est fait brasser un tout petit peu encore. Mais... C'est le plus grand du roster d'ailleurs, c'est drôle. Hein. Ouais. Avec son 1m93, c'est le seul qui dépasse le 1m90 à Genève si les chiffres sont corrects. Donc, Et lui il va être chouette à avoir joué. Puis bah, le dernier étranger aussi, c'est là où ça va être intéressant. Puis finalement, dans la créativité, bah, un Linus Mark va falloir le remplacer dans la rigueur ou la rugosité. Un Eric Fer, c'est aussi un gros morceau. Il y a un développement qui va être intéressant à Genève. Je pense que c'est le fameux passeport de Marc-Antoine Pouliot que Toubien a attendu de nombreuses années. C'est pour cette saison normalement, mais on ne sait pas encore quand. Bah, là, c'est pour cette saison normalement, mais on ne sait pas encore quand du côté de Genève. On va voir si les autorités sont plus rapides à se mettre à exécution. À Genève, des autorités rapides? Je sais pas, mais si tel est le cas, ben, tu te retrouves avec Marc-Antoine Pouliot qui devient suisse en cours de saison. Ouais. Et là, tu peux engager un étranger. Et je me demande dans quelle mesure ça fait pas partie du plan de Marc Gauchi de se dire bon, bah, on a une petite réserve à un moment ou à un autre pour engager un 5e étranger. Mais en l'occurrence, nous, le 5e étranger, ce sera notre 4e étranger. Et ça peut donner un joli coup de boost à Genève. Et pourquoi pas Eric Fer qui revient faire une petite pige en cours de saison, on verra. Le cas de Pouliot, s'il devait devenir suisse, ou quand il deviendra suisse, moi je vois assez ça sur un mois de janvier, début d'année civile. Non, peut-être que je me trompe. Hein. Donc c'est comme ça que je verrais de janvier 2022, si vraiment. C'est drôle parce que je lui ai posé la question justement au sentier. Puis j'écris dans mon papier que la question on te la pose combien de fois par jour. Il me dit je compte même plus. Si on lui avait donné un bal à chaque fois qu'on lui a posé cette question, il aurait pu racheter à peu près la fondation, Genève Servette, la moitié encore de la rade, et puis Colonie à mon avis. Tellement c'est la question que ça lui casse les pieds. Ah, c'est un peu usant parce qu'en fait il n'a pas la réponse. Ouais. C'est que si tu peux dire, écoute, c'est dans 3 ans, bah, au moins, il y a une timeline, on sait, voilà, ce sera en 2025, c'est comme ça. Mais là, à chaque fois, on avait l'impression que, on est à bout touchant, à peu près. Ah bah non. Ah, là, ce coup-ci, c'est bon. Ah bah non. L'autorité cantonale ou fédérale dit, non, il manque encore, on ne sait pas ce qui manque, mais il manque quelque chose. Donc, intéressant de voir l'arrivée de Benjamin Antonietti, qui jouait pas ou peu à Lausanne la saison dernière, et qui aura un rôle sur la 4e ligne à jouer avec Elliot Berton. Ouais. Je pense que les deux, si te harcèlent pendant tout un shift, ça doit être pénible. Je dis ça en toute amitié pour l'un et pour l'autre, mais ça doit être pénible de se les coltiner pendant toute une soirée. Je me réjouis de le voir évoluer dans cette équipe avec un vrai rôle. Et puis un autre point qu'il va falloir suivre au tout début de saison, c'est la santé de Maurer et le Coultre derrière. Ouais.
Là aussi, en préparation, il y a eu pas mal de jeunes qui ont joué. Tu parlais avant de Smons, qui va devoir prendre un rôle, mais aussi peut-être en début de saison, quand on va remettre les deux dans le rythme. Tanner Richard aussi doit se remettre dans le rythme. C'est une saison qui a été longue et éprouvante pour Genève l'année dernière. Et il y a eu des petites opérations pour régler des choses qui ont été faites durant l'été. Le problème, c'est quand durant l'été, quand tu as joué un mois de plus que typiquement Fribourg, Ouais. bah, tu as un mois de moins pour soigner ces petits bobos. Et Genève risque peut-être d'en souffrir un tout petit peu au début de la saison à venir. Et on sait d'enchaîner une deuxième saison après une finale, c'est rarement évident. Et c'est peut-être là où je pourrais voir Genève un tout petit peu dérangé, on va dire, cette saison. On parlait des 21 et 22 buts de Omar Keffer et se dire qui c'est qui peut remplacer ça. T'as dit, il y aura sans doute un nouvel étranger. Oui, qui devrait en mettre 37. Voilà, mais on s'attend aussi à ce que Pouliot, qui n'est pas forcément un immense buteur, mais normalement on peut tabler sur une saison où il est une saison plus ou moins complète à plus de 10 buts. Voilà. Maintenant, on s'attend aussi à ce que peut-être un Denis Smirnovs, qui a moins joué l'année passée, alors qu'il avait fait une super saison précédente, donc il y a 2 saisons, là on espère le revoir au plus haut niveau et qu'on lui donne des responsabilités et qu'il puisse les endosser, ces responsabilités. J'espère aussi que Marco Miranda peut encore faire le step supplémentaire parce qu'on aime beaucoup de joueurs et que Genève a investi intelligemment en lui. Et puis, Noah Rod, toujours solide, en bon capitaine. Après, tu as aussi dit Vuyamo, comme jeune, qui doit progresser. Il ne faut pas oublier maintenant aussi qu'il y a Joël Vermine, alors, qui va se comporter comme un professionnel qu'il est jusqu'à la fin, mais qui, mine de rien, quand même, on sait déjà où il va la saison prochaine. C'est toujours ça, ces transferts qui sont assez pénibles de déjà pouvoir dire dès 2022, Joël Vermine, il est à Berne, voilà, il a signé pour 4 ans. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Maintenant, je me demande dans quelle mesure, aussi pour Joël Vermine, au passage, donc 9 buts l'année passée, il en avait une vingtaine il y a 2 saisons à Lausanne. Lui aussi, peut compenser une partie des buts, et aussi il était impliqué avec 25 passes décisives. C'est pas un hasard vu qu'il était avec Omar qui en a marqué plus de 20. Ça devrait aussi se compenser en termes de buts marqués. Vermine va en mettre un peu plus cette saison, je pense. Pour revenir à son départ, moi je me demande dans quelle mesure c'est presque plus sain en fait qu'on sache. Bah oui, j'ai signé à Berne, c'est fait, on annonce à telle date, un mois avant le championnat, hop, next. Maintenant on se concentre sur le championnat plutôt que toutes les 3 semaines, tu as tous les Grégory Beau et autres journalistes qui couvrent le club qui disent « Alors, Joël Vermine, t'as toujours pas signé ?» Non, on est en discussion. Ah, il y a des rumeurs à Berne. Ouais, on est en discussion. Alors que tu sais que c'est signé depuis 6 mois. Au moins, c'est réglé et voilà, on passe à autre chose. Tu racontes bien les histoires. J'y étais. J'ai un talent de narration qui est terrible. Mais partant du principe que ce contrat peut se signer plus d'1 an avant la fin du terme du contrat d'avant, annonçons-le tout de suite, puis on s'embête pas. Et je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir fait ainsi. Et je comprends tout à fait ce que fait toujours Lausanne, à savoir d'annoncer les contrats au moment où le joueur est disponible, etc. Mais tu te retrouves avec certaines situations des fois un petit peu étranges de Benjamin Antonetti qui vient à notre micro puis qui dit « Ouais, on verra, mon avenir, je ne sais pas », alors que c'est sorti partout. Et lui, il n'y peut rien. C'est le Voilà, et là c'était Genève, du coup c'était pas Lausanne, mais non, on annonce les trucs, c'est fait, et puis voilà, ça va rien changer. Vermine, son but c'est quoi ? C'est de jouer, c'est de gagner, et puis à part s'il commence à jouer un barrage de promotion-relégation contre Berne, ça n'arrivera pas. En fait, il a aucun intérêt à favoriser une autre équipe que Genève. Il va jouer jusqu'au dernier jour, et puis on peut lui faire une confiance aveugle. On n'aura pas une Hazen de Vos avec l'automne. Non, il n'y aura pas de Hazen de Vos. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ça, je crois que c'est un papier que tu as fait qui a eu vraiment pas mal de retweets, de lectures et tout. C'est aussi un teasing finalement, vous l'entendrez raconter encore mieux, je pense, par Gary Sheehan dans notre prochain épisode de Colfax de la semaine prochaine. C'est assez savoureux d'avoir toute l'historique de cette situation. Ouais, l'envers du décor est hyper intéressant. Je me rends compte maintenant qu'on aurait dû en parler au moment du HC Ajoie et que
C'est vrai, c'est assez savoureux, comme tu dis, de voir comment ça s'est passé. Parce que sur le moment, personne ne peut rien dire, tout le monde est un petit peu tendu parce qu'il y a un tel enjeu. Puis là, maintenant, tu es au calme, tu dis, voilà, c'est passé, ça s'est passé comme ça. Est-ce que Gary Sheehan s'est senti trahi? Absolument pas, il nous le dit. Et je pense que maintenant, tu peux dire la vérité quand c'est 5 mois après. Alors que sur le moment, tout le monde est un petit peu, ou si je dis rien, tant mieux. Et je veux rien donner à l'adversaire ou j'en sais rien. Donc oui, là on n'aura pas de situation comme ça concernant Joël Vermin. Par contre, il va falloir le remplacer, Joël Vermin. Et là aussi, un étranger de plus. Ouais. Le Joël Vermin, il est vite remplacé par un étranger si nécessaire. C'est un peu ce qu'on lit. Parce que j'ai l'impression aussi qu'à Genève, mais c'est peut-être vraiment une impression, mais on est, j'allais dire, plus près de ses sous. C'est un peu exagéré, mais on fait attention, on monte des joueurs. Le but, c'est qu'effectivement, les jeunes aient plus de temps de glace. On les a formés. En plus, ça devient des super joueurs. Tu parlais de Cavalieri. Je me réjouis justement maintenant de le voir à l'œuvre. On a parlé de Vuyamo. S'ils deviennent les Joël Vermin dans 2 saisons, on n'a pas besoin d'acheter un Joël Vermin d'ailleurs. Donc finalement, on a gagné là-dedans en arrivant à avoir un contrôle des coûts qui est plus intéressant. Exactement. Et c'est l'un des buts de Marc Gauci, justement, c'est de travailler avec cette académie qui a fait ses preuves par le passé. Et justement, Smirnov, Vuyamo, Mons, Sieyes, il va falloir qu'on apprenne à dire le nom de ces 2 joueurs aussi. Voilà, Cavalieri, Arnaud Ria, qui doit aussi à un moment ou à un autre endosser un rôle, ou alors refaire un pas vers la Swiss League, comme a fait Vuyamo l'année passée pour remonter en National League, fort de l'expérience emmagasinée. Vuyamo, c'était à Sierre. À voir, ça va être intéressant du côté de Genève. Pronostic? Je les vois. Je suis assez à les voir dans la zone où on plaçait Fribourg finalement. Donc entre à lutter pour la 6e place, peut-être entre la 6 et la 8, essayer d'éviter les pré-playoffs, mais tout le monde ne pourra pas éviter les pré-playoffs. Donc ça risque d'être assez chaud. Ouais, je suis aussi en 6-8. Ça va être intéressant cette saison parce que Berne va pas faire n'importe quoi trop longtemps. Alors, Zurich et Zug, on n'en parle même pas. Je vois pas pourquoi ils viendraient se mêler là au milieu. Berne va quand même remonter à un moment ou un autre. Lugano avec Max Orley, ça peut bien marcher comme se cracher, on va voir. Mais ils étaient des 2e la saison passée. Donc, exactement, donc la base, elle est quand même là. Davos, ils ont engagé des étrangers qui ont l'air assez solides. Ils reconstruisent avec des jeunes. Des jeunes Suisses aussi. Avec des jeunes Suisses. Rapperswil devient assez sérieux aussi d'année en année. Ils ont perdu... là, Rapperswil, je suis un petit peu plus... parce qu'ils ont perdu leur entraîneur aussi. Le Tomlinson était assez important. Maintenant, le Suédois, ça se trouve, il va nous bâtir un truc en béton. Puis tu as Albrecht qui débarque en centre de 2e ligne. Tu as Giuse qui va être tellement fort de tout ce que j'entends. Qui va remplacer Dominique Egli. Tu disais Ambry aussi, effectivement. Et Ambry, moi je pense qu'ils ont trouvé du pétrole en refaisant leur patinoire. Ils engagent Burgler, Pestoni, Heim, Buren, les étrangers, Regin, ça va quand même être très solide. Kozun, ça va être bien. Yetanen, ça va être très bien aussi normalement. Ambry, moi je ne serais pas surpris qu'ils se mêlent aussi à la lutte pour éviter les pré-playoffs à un moment ou un autre, ou en tout cas longtemps, pas très loin, et avec Tchatcho au but, Tchatcho Kantz. Ouais. Au bout d'un moment, t'es pas mal, non? Alors, je suis complètement d'accord. C'est un peu l'équipe qui m'a le plus... qui m'enthousiasme le plus avec sa campagne de transfert. Parce qu'en plus, j'aime bien comme ils ont fait sur les réseaux sociaux. À part ça, pour être passé l'autre jour en descendant la Léventine à côté de la Valachia, je me suis dit, encore du boulot, les Gus, hein, parce que... Oui, complètement. À un moment, il y a une espèce de... Je me suis dit, est-ce qu'ils rendent un hommage à l'ancienne avec l'ouverture sur le haut du toit pour que l'air puisse continuer à s'engouffrer, parce que sinon les gens sont perdus. S'il fait pas moins 15 puis que tu perds pas tes doigts, ils se disent ouais non, c'est pas vraiment la Valachia. Mais des échafaudages tout le long, à côté un terre-plein et tout. Alors oui, les accès étaient assez propres, mais je me disais les gars, si c'est pour dans un mois, va falloir faire les 3-8 hein, pour accélérer un poil le mouvement. Mais ça va être intéressant parce que l'année passée, ils ont 2 joueurs à 10 buts et plus, c'est Nettinen et Marco Müller.
Qui ne sont plus là. Mais on ne se fait pas de soucis alors pour les remplacer. Mais justement, il y a Michael Fora qui a été conservé. Enfin bref, Ambry, il ne faut vraiment pas les mettre 12 ou 13 et puis se dire, bon, bah, de toute façon, eux, ils ne vont pas compter. Non, non, non. Et jusqu'à 10, voire 11, ça va être compliqué cette saison. On termine ce tour d'horizon des clubs romans avec Lausanne, qui a mené une campagne de transfert relativement hâtive parce qu'on solide. Et solide parce qu'on a su assez rapidement. Il y a eu juste encore un ajout dernièrement et pas des moindres. Donc Glauser, Gernat, Varon, Sekac, Baumgartner qui arrive, plus Damien Ria qui nous a aussi alors. T'as dit Fuchs. J'ai dit Fuchs. Non, j'ai pas dit Fuchs. T'as pas dit Fuchs. Ouais, c'est vrai. Et en plus... J'osais plus maintenant, j'ose plus rien dire. Ouais, non, mais t'as totalement raison, j'ai complètement raté. Fuchs en plus. Et puis, Damien Ria qui a surpris un peu tout le monde à la manière de John Gobi. C'était un peu le truc, c'est de surprendre les gens au mois d'août. Tiens, on les prend par surprise. Là, tac, tac, hop. Et il y a Damien Ria qui débarque pour un an prêté par Washington. En sortie, on a Malguin, Froidevaux, Antonietti, Schneeberger, Gibbons, Udon, Grossman, dont on a parlé, évidemment, parce que pour Froidevaux, Antonietti, Grossman, on a déjà parlé avant, puisqu'ils ont rejoint des autres clubs en Suisse. Udon, lui, il est reparti en NHL. Ouais, dans l'organisation du Lightning, parce que moi, des fois, c'est vrai... Je vois pas pourquoi tout d'un coup, parce que tu as fait une bonne saison. En fait, tu vas chez le champion en plus. Du coup, ouais, il y a des rookies, il y a plein de trucs. Je vois pas tellement ce qui va se tailler une place. Bref, campagne, tu as dit solide avant. En tout cas, la défense, elle semble assez. Elle a pas bougé en fait. Et ça, j'ai l'impression. Glauser-Gernat, si elle a bougé. Oui, c'est Glauser. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi j'en attends. Je trouve que cette défense était déjà suffisamment solide. Et Gernat, est-ce qu'il va jouer à 2 défenseurs étrangers ou est-ce que c'est en alternance avec Barbero? Alors, Barbero, il simplifie un petit peu la tâche parce qu'il est pas là au début. Les 5 premiers matchs. Donc 4. Il en a purgé 1. Ah oui. Moi j'aurais dit. Il me semble. Il en a purgé 1. Il faudrait que je relise ton article d'Amblic parce que tu l'as noté. Et il avait pris 5 matchs de suspension. Il avait pris 6, mais... Alors il reste 5. Okay. Ok, il n'est pas là au début de saison, mais derrière, ils ont signé tous leurs gaillards à long terme. On parlait de la défense de Fribourg, où en gros, tout le monde est en fin de contrat. Là, à Lausanne, c'est un tout petit... C'est pas la même. Entre Kruger qui a signé pour une année pour faire le nombre. Il faisait déjà le nombre l'année passée, mais il le faisait très bien. Je dis pas ça de manière dépréciative. Non. Mais quand tu peux avoir un gars qui a un passé pareil et une solidité... qui vient en plus, super, puis Genadzi en fin de contrat. Mais sinon, Glauser, c'est jusqu'en 23, Elner 25, Marty 25, Frick 25, Barberio 23, Gernat 24. Toute la défense est signée à long terme. Et il disait, John Foo, dans une interview, que justement c'est le noyau de cette équipe était en place. C'était ça un petit peu leur objectif, c'est d'avoir les gars avec qui ils ont envie de travailler à long terme et de construire une équipe pour aller loin. Baumgartner 25, Fuchs 25, Kennins 26, Sekac 24 pour un étranger, c'est un long contrat. C'est étonnant d'ailleurs. Ouais, c'est très étonnant, mais il faut croire qu'il croit beaucoup en lui. Voilà, les bases ont été mises en place après une année où, comment dire, j'avais utilisé la métaphore l'année passée du gars qui rachète son appartement puis qui refait les peintures et les tapisseries pour le faire à son goût, en changeant tout directement. Là, en gros, il a tout changé l'année passée, puis maintenant il se dit, maintenant j'achète des meubles pour mettre à gauche et à droite, et puis pour l'avenir, disons, je fais joli chez moi. Et là, Baumgartner jusqu'en 25, Fuchs, c'est une jolie signature. La question qu'il va falloir se poser avec Lausanne, c'est comment tu fais cohabiter tous ces joueurs qui aiment bien le puck aussi. Qui aiment bien le puck, à qui tu as peut-être promis des choses de temps de glace. En venant à Lausanne, je ne pense pas que Baumgartner va se contenter d'être décalé à l'aile sur une 3 ou une 4e ligne. C'est quelqu'un qui avait un vrai rôle à Davos et qui est en pleine progression. Donc lui, il s'est dit, je franchis un pas en venant à Lausanne et je m'attends à continuer ma progression. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Moi, je suis convaincu que c'est une superbe signature. Mais au bout d'un moment, tous ces joueurs vont devoir jouer. Ouais. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Et on dit... Là aussi, je me contredis pas moi-même, mais je me réponds à moi-même. On dit jamais à Zug, oulala, vous avez signé Herzog et Souris
vont-ils être capables de cohabiter? Souris joue en 4e bloc en ce moment Ah, d'ailleurs. Non, Zug a un premier bloc avec Kovar et 3 deuxièmes blocs. C'est simple, Zug. On envoie le 2, ouais, enfin le 2A, 2B et 2C, c'est ça les blocs à Zug. Et là, on dit pas, oulala, comment ça va se passer. C'est au bout d'un moment, c'est à un entraîneur d'être capable de faire en sorte que ça se passe, justement. Et une organisation dans son entier qui... Zug prône la stabilité a un plan depuis plusieurs années, l'a mis en place, fait monter des jeunes de l'académie. Quand à Tsener, il commence à planter but sur but, c'est parfait, il prend une place dans l'alignement, ça t'en décale un autre vers le bas et finalement tout fonctionne. C'est l'organisation qui est suffisamment stable pour que ça aille de l'avant. Lausanne veut mettre ça en place, parle aussi de son académie qui va produire ses fruits dans quelques années. Super, c'est le plan en place et la direction est la bonne. Après, dans les faits, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que de dire « il y a trop de talent à Lausanne », mais de jamais le dire pour Zug, c'est pas correct non plus. Ouais, c'est juste. Mais c'est vrai qu'aussi, un Benjamin Baumgartner, quand on regarde le roster, on se dit, il y a un Cody Almond, par exemple, qui est en fin de contrat, il va faire sa dernière année de contrat. Il peut tout à fait peut-être aider au moment des playoffs. Si tout d'un coup, justement, un des jeunes a été bon aux saisons régulières, puis commence à connaître un petit creux, tu as des gars d'expérience qui potentiellement peuvent, des Joris, des Almond, comme ça, qui peuvent peut-être prendre le leadership à un certain moment. Donc, c'est pas perdu. Mais par contre, il faut aussi que ces joueurs-là, à un moment, ils se disent, bon, bah écoute, moi je suis 4e bloc, ou peut-être je suis 13e, ou je suis dans les tribunes parce qu'il y a trop de monde. Ouais, les égos à gérer. Certains joueurs ont de l'expérience, bien sûr, mais ils sont bien payés normalement, donc ils estiment être des joueurs de valeur. Et quand on leur dit, ah ben là, écoute, j'ai que 12 places en attaque, tu joues pas. Donc, parce qu'il faut aussi faire jouer Maillard, il faut aussi faire jouer peut-être Doueg. Ouais, exact. Ken Yeager, il n'y a pas 55 places sur le truc. Là où tu dis à Zug, et je trouve que c'est vrai qu'ils ont peut-être réussi à bien aligner leur truc. Simeon est en première ligne, Tsender, effectivement, augmente. Est-ce que Tsender, après, va toquer à la porte de son entraîneur de Tangnes en disant dis donc, t'as vu, j'ai marqué tant de buts, maintenant, il faut me faire jouer. Ou est-ce qu'il accepte que finalement, bah voilà, il a une super progression et il s'est établi à Zug. Là, c'est des joueurs qu'on prend qui se sont déjà établis ailleurs, j'ai l'impression. Oui. Donc, c'est peut-être plus difficile. Effectivement, tu leur vends aussi un projet quelconque. On leur dit, viens ici, tu vas voir. Puis après, ils regardent les coéquipiers, ils se disent, bon, alors il y a du talent, c'est cool, mais est-ce que j'ai vraiment de la place pour moi, quoi? Puis après, tu vois qu'il y a encore Damien Ria qui débarque. Ouais. À qui, là aussi, moi j'ai l'impression que Damien Ria, il faut voir le rôle qui va lui être confié. Mais si Washington dit, ok, nous on a ce prospect sous contrat, on vous le prête une année, c'est dans un but de le développer. Donc je peux imaginer qu'il y a il y a jamais de promesse. Il n'y a aucun joueur à qui on dit tu seras en power play. Ou alors ça se discute au moment des négociations. Mais il n'y a rien qui est contractualisé. Vraiment, ceux qui sont bons, ils jouent. Et ceux qui ont de l'équipe à gagner, ils jouent. Ouais. Par contre, Washington, j'imagine que dans le deal, ils disent nous, on aimerait bien qu'il se développe parce que nous, on le voit potentiellement comme un joueur de complément chez nous et on aimerait bien qu'il fasse une progression cette année. Donc, il faut quand même qu'il joue un petit peu en powerplay, il faut quand même qu'il se développe. Et du coup, si tu le mets sur une des deux premières lignes, tu as Berchi sur une des deux premières lignes, tu as Kennins sur l'une des deux premières lignes, Sekac sur une des deux premières. Varon qui est excellent. Moi, je l'ai trouvé très très bon à Yverdon d'ailleurs, Varon. Et je me réjouis de le voir lui. Mais là, après, tu as Fuchs, tu as Baumgartner. T'as Yeager qu'on nous a quand même beaucoup bon, s'il fallait qu'il y en ait un que tu dois mettre de côté finalement sur le powerplay et tout. Ah oui, je parle pas de powerplay, je parle de l'alignement. Mais après, justement, il va falloir que ce puzzle se mette bien en place. Et là, on part du principe que c'est avec 2 défenseurs étrangers et 2 attaquants étrangers. Mais si tu as les 3 attaquants qui commencent à jouer avec Emerton, et Dieu sait si à ce micro, on aime bien Corey Emerton et son impact dans le jeu du LHC, moi, j'enlèverais pas Emerton. Hein. Non. Pareil. Emerton joue, Varon joue, Sekac joue. Du coup, tu en as un des deux derrière. Alors, encore une fois, Barberio, il aide bien parce qu'il n'est pas là au début. Mais après, c'est censé être ton capitaine la saison dernière. Et sur Blick, j'ai fait une interview de Marc Barberio où il revient sur les playoffs, où il a pété une coche pour... je vais pas faire l'accent, je vous épargne ça. Où il a pété une coche selon ses propres dires et il explique comment il a appréhender ça et comment l'été, comment il a essayé d'utiliser ça pour progresser.
mais il va devoir jouer lui aussi. Et ça va être intéressant aussi, justement, toutes ces... On parlait de pas mal de questions du côté de Fribourg, mais c'est plutôt... À Fribourg, c'était plutôt qui va... est-ce que tout le monde va jouer à son niveau? Et là, c'est est-ce que tout le monde aura l'opportunité de jouer à son niveau? Là où à Fribourg, tu sais qu'en fait, les joueurs de 3e ligne, c'est normal, ceux de 4e, ils sont censés être en 4e, mais tout le monde va devoir livrer quelque chose. Là, c'est est-ce qu'un joueur qui peut-être signe pour être en 2e et que tu balances en 3 ou en 4e ligne sans powerplay, le fait tout aussi bien, le fait de manière aussi impliquée et le fait sans rechigner. Si la réponse est positive, on va devant d'une très très belle saison à Lausanne. Si elle est négative, on fait assez confiance à Peter Svoboda pour ne pas se laisser emmerder par des gens qui ne veulent pas être là. Il y a un truc que je constate aussi, c'est Baumgartner 1m76, Fuchs 1m75, Varon 1m78. On n'a pas forcément pris beaucoup de poids. Hein. Je sais que le hockey est un sport de vitesse. Dieu sait qu'en regardant la NHL, on comprend que c'est... Quand ils disent speed kills, c'est vraiment un des trucs qu'il faut avoir. Mais c'est jamais dommage d'avoir aussi quand même des gars qui font le sale boulot, le travail de l'ombre. On avait vu que finalement un Florent Douai était très utile dans ce genre de choses, que Boson pouvait aussi bien le faire. Donc, qui va endosser ce rôle-là aussi? Parce qu'il faut qu'il y ait des gars qui viennent prendre des coups, quoi. Sekac, avec son 1m90 à peu de choses près, mais il est quand même... On n'a pas pris Jiří Sekac pour qu'il aille faire des basses besognes. S'il peut, en plus de mettre des buts et d'être sur le powerplay et tout, jouer un peu physique et amener quelque chose, tant mieux, mais je pense pas que c'est ça qu'on attend de lui à la base. Non, je suis d'accord. C'est intéressant que tu en parles. J'ai posé la question, j'ai fait un papier qui va apparaître dans quelques jours sur Blick concernant tous les étrangers. En fait, je fais il y en a 32 nouveaux étrangers dans la ligue. Pour Hockey Manager, là, c'est un casse-tête déjà au passage. Et sur chacun, j'ai fait des téléphones à gauche, à droite, à certains scouts qui sont soit spécialistes de certains pays. Et j'en ai un qui s'occupe beaucoup de la République tchèque. Et je lui ai dit, on est d'accord que Sekac, je dois le mettre dans ma catégorie des stars. Il m'a dit, le Sekac de 2016-2019, oui. Le Sekac de 2021-22, je mettrai un tout petit bémol dans ton évaluation. Il est plus très très rapide. Et je me demande en Suisse comment ça va se passer. Parce il est pas tôt. Ouais. Et il doit quand même jouer sur une aile. Il est censé amener une certaine vitesse. À Yverdon, effectivement, je l'ai trouvé un peu pato, mais voilà. Match de préparation. Et voilà, complètement d'accord avec toi. Mais là où Varon, oui, match de préparation, mais il m'a bien plu. Ouais. Ces 4, je me suis dit, ouais, à voir. C'est plutôt un point d'interrogation. Puis la personne à qui j'ai parlé m'a dit, oublie pas que la saison passée, pendant les playoffs, il se fait bencher. Il joue 5 ou 6 matchs de playoffs. Et le reste des playoffs, il est en tribune. Et c'est pas un bon signal. Il m'a dit, dans ta réflexion, garde juste ça en tête. Mais oui, sur le papier, c'est une belle signature, c'est un gros joueur. Mais il y a juste ça. Varon, c'était moins... Il y avait moins de questions, disons. Et Gernat aussi, d'ailleurs. D'accord. Et puis, si on reprend... il y a un peu l'espèce de serpent de mer. Est-ce que Denis Malgin va revenir ou est-ce qu'il va continuer revenir en Suisse, hein, pas forcément à Lausanne, mais il a tellement illuminé la National League aussi l'année passée. Est-ce qu'il va vraiment faire tenter sa chance en Amérique du Nord? C'est ça, hein, on a l'impression. Oui, alors c'est ce que j'ai écrit dans ma newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne vous en veux pas parce qu'elle n'est pas encore vraiment sortie. Mais sur Blick, il y a moyen, au pied des articles, on peut s'abonner à ma newsletter tous les jeudis matin à 7h. Je fais un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Suisse. Il y a beaucoup trop de pubs pour Blick. C'est terrible, mais on est bien payé par Blick pour faire des pubs, donc ça va. Pas du tout. Donc il y a moyen de s'inscrire. Et j'en parlais justement en disant, de tout ce que j'entends, Denis Malgin va retenter sa chance en Amérique du Nord. Ça ne s'est pas encore fait visiblement. Et dans la région, sauf erreur de jeudi aussi d'ailleurs, ça c'est marrant le timing. John Foos dit que en gros le contingent du LHC est complet et que Denis Malgin ne reviendra pas en théorie. Donc ouais, moi je m'attends à le voir jouer en Amérique du Nord la saison prochaine, effectivement. C'était le plan, hein, aussi. Puis au-delà de ça, t'imagines, justement, on vient de dire qu'on trouvait qu'on avait de la peine à caser tout le monde finalement parce qu'il y avait du talent. Si tu rajoutes encore ça, ouais, au bout d'un moment, dans la cohésion d'un vestiaire, je me demande si tu peux injecter comme ça quelqu'un puis que
ça passe crème, quoi? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse, mais là, visiblement, en tout cas, si j'en crois ce qu'il y a diffuse dans la région, c'était le but. Enfin, que c'était pas prévu. C'est aussi pour ça que ça s'est fait avec Damien Riard, hein, si ça se trouve, tout simplement. Ouais. Qui n'ont pas le même profil, puisque c'est un ailier et pas un centre. On va faire les pronostics. Je pense quand même que cette équipe de Lausanne, avec ce qu'on a dit aussi, avec l'appel du talent, on n'a pas parlé des gardiens, parce que un peu de la même manière que Reto Berra, finalement, c'est un duo de gardiens qui a fait ses preuves la saison passée. Je pense que si on dit ici, en tout cas si moi je dis qu'on a probablement l'un des 2 meilleurs duos de National League. Avec le duo Giannoni, peu importe qui. Leonardo, d'abord, voilà, et puis Giannoni, ouais, ça c'est le bon duo. C'est un duo qui tient la route. Et en plus, il y a Östlund. Alors là, j'ai toujours pas compris le move d'avoir un 3e gardien au cas où, étant donné que bon, les deux se sont bien partagés les matchs et qu'il n'y avait pas forcément... Est-ce que c'est une signature en pensant que Tobias Stefan allait s'en aller, enfin, que Tobias Stefan n'est pas éternel, et que derrière, ben, tu prends Östlund pour être ton numéro 2 dans une année, mais il est sur le marché maintenant, donc tu le prends en espérant dire, ben, ok, je te paye, admettons 100, pas forcément 100 000, c'est pas important, mais 80% peuvent être payés par un autre club qui va prendre ses services, ou même 50%, mais du coup, tu as une assurance pour l'année suivante. C'est peut-être l'idée là derrière. Et je vois quand même ce Lausanne Hockey Club là dans le top 6 pour le coup. Tu parlais de Zug, Zurich, effectivement. Bienne top 6 aussi, Lausanne top 6. Attention, hein, pas plus de 6 dans le top 6. Et puis après, derrière, justement, ça devient un petit peu plus compliqué. Moi, je pense quand même que Lugano, mais tu disais avec Chris Maxwell, c'est pas trop, mais... Je les vois quand même bien dans le top 6 en tout cas. Puis le dernier, après, là on disait justement potentiellement entre Fribourg, entre Berne, entre Davos, entre Genève. Donc voilà, ouais, top 6. Top 3 pour moi. Ah, quand même. Zug, Zurich, Lausanne. Tu nous le refouilles notre pression, les gars. Ça, j'aimerais tellement qu'on ait un impact pareil. Mais... top 3, Zug, Zurich, Lausanne. Ensuite, Bienne 4. Puis après, tu prends un grand shaker, puis tu regardes ce qui se passe. Puis à la fin, tu mets à jour. Avant de mettre un terme à cet épisode, je voulais vous remercier les gens qu'on a croisés par hasard lors de nos différentes sorties dans les patinoires. C'était pas la campagne électorale, hein, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais votez beau. Et de bêta, le ticket. Non, mais blague à part, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens et on se réjouit qu'il y ait de nouveau des fans dans les patinoires parce que ne serait-ce que de croiser des gens, de dire ah, on vous écoute, on fait ci, on fait ça, c'est marrant si, je suis pas d'accord avec toi pour ci ou pour ça. C'est toujours un plaisir. Même avec des masques en plus, c'est ça le plus. Ouais. Et donc voilà, merci aux gens qui prennent la peine de nous arrêter. Ça fait toujours plaisir de parler aux gens. Exactement. Et donc, fin de ce premier épisode de la saison 4, du coup, de Colfax. Semaine prochaine, épisode spécial avec Gary Sheehan, un long entretien qu'on a enregistré il y a déjà quelques temps, mais qui est tout à fait d'actualité, il n'y a pas de souci pour se chauffer avant la reprise du 7 septembre. On n'oublie pas Hockey Manager qui est disponible. Si entre-temps, il n'y a pas eu de problème. Non, c'est bon. Hockey Manager est disponible, faites vos équipes, bon courage. Et continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à nos différentes pages, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Ouais, c'est important pour nous, à part ça. On le répète tout le temps, mais c'est très précieux. C'est très, très précieux. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on y est bientôt à cette reprise. Donc, on se réjouit. Et bonne semaine. Bonne semaine.